Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer ? Bonjour à tous. Dans un monde professionnel en constante évolution, la créativité est devenue une compétence clé pour innover, résoudre des problèmes et se différencier notamment dans la conception de parcours de formation. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment trouver l'inspiration, nourrir notre créativité et mettre en place des routines pour stimuler notre imagination. Avec Marguerite Janssen de Cartoonbase, nous allons voir comment allier curiosité et créativité et explorer également le rôle de l'IA pour surmonter les blocages et générer de nouvelles idées. Le tout illustré avec des exercices et des outils concrets pour créer un environnement propice à une séance de créativité. Bonne écoute à tous! Bonjour Marguerite et bienvenue! Bonjour Anne-Marie, merci beaucoup de me recevoir dans ton podcast. Eh bien moi aussi, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour échanger autour de la créativité. Donc j'avais assisté à un atelier sur ce sujet lors d'un salon à Genève et j'avais vraiment adoré. Et c'est cet atelier qui m'a donné l'envie d'enregistrer cet épisode avec toi. Merci beaucoup. En effet, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire, inviter les gens dans nos processus créatifs, que ce soit à des foires avec nos clients ou énormément en interne aussi chez nous, bien sûr. Alors Marguerite, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ce que tu fais ? Oui, alors j'ai commencé par étudier la philosophie, la politique et l'économie, c'est-à-dire 3 lectures différentes du monde qui nous entoure. Et puis assez vite après ça, mon premier job a été dans le monde des startups de Berlin, où j'ai touché à la gamification et testé des applications rapidement et dans un marché hyper réactif. Et cette première expérience très digitale m'a menée à faire un master sur l'impact du digital sur la société. Et c'est à travers ça, à travers ma découverte des dynamiques créatives en ligne, surtout dans l'open source, que j'ai voulu travailler chez IBM dans la branche Global Business Services, où j'ai fini par faire du conseil dans ce qu'on appelle le service design, c'est-à-dire une approche qui emploie des techniques de designer, notamment la user centricity, pour résoudre des problèmes stratégiques, analytiques ou de business. Et puis, ensuite, toujours dans cette entreprise, j'ai eu la chance de travailler sur un projet de RSE, donc de responsabilité sociale des entreprises, où on proposait à des personnes défavorisées, ça peut être des réfugiés, des prisonniers, des personnes qui ont eu peu accès à l'éducation, de se former dans les compétences du digital pour intégrer ou réintégrer le marché du travail. Et en fait, à travers cette expérience, j'ai découvert le potentiel du e-learning, l'opportunité de créer des parcours qui sont plus engageants, qui sont plus créatifs, humains, et qui utilisent mieux la motivation des apprenants et à leur avantage. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là que c'était ce que je voulais faire. Et c'est créer des expériences d'apprentissage qui aident les gens à changer et à atteindre leurs objectifs. Et c'est justement à ce moment-là que j'ai rencontré Cartoonbase, où je travaille maintenant. On est une agence de storytelling visuel qui utilise la narration pour changer les mentalités et les organisations. Et on le fait à travers 3 axes principaux. Donc, les expériences d'apprentissage, qui te concerne le plus évidemment, la gestion du changement et l'innovation. Et on s'aperçoit qu'en pensant comme des artistes ou des designers, on arrive à tenir un miroir devant les gens, devant les organisations et à leur montrer où ils sont, à leur faire voir clairement où ils veulent aller et aussi à leur donner les moyens d'y arriver de manière créative. Merci beaucoup Marguerite. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer également un petit peu plus précisément ce que tu fais au sein de Cartoonbase ? Oui, avec plaisir. Donc, mon rôle est Head of Learning, c'est-à-dire que je rassemble nos meilleures méthodes et talents en pédagogie, digitale et créativité.
Et tout ça pour créer des expériences d'apprentissage qui ont un réel impact. Et donc, au quotidien, je travaille avec différents profils de notre équipe pour aider nos clients à réfléchir créativement à leurs problématiques, pour les aider à découvrir les besoins de leurs apprenants, aussi pour comprendre avec eux où sont les enjeux organisationnels et comment les adresser. Et je participe à la création de concepts d'apprentissage avec notre équipe créative, à la conception d'expériences rythmées et captivantes pour faciliter l'apprentissage. Et donc, pour le faire, je m'assure aussi que l'équipe a tous les outils et les capacités nécessaires en learning pour créer. Un quotidien qui doit être vraiment passionnant et très enrichissant. Oui, merci. Alors, la créativité est très présente dans ton quotidien. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de la créativité ? Justement, cette question, je l'ai posée autour de moi, tant à mes collègues qu'à notre directeur artistique, Martin, par exemple. On a réfléchi un petit peu à ça. C'est une des grandes questions, n'est-ce pas ? Et donc, je vais choisir une définition de la créativité qui n'est peut-être pas complète, mais qui me semble pertinente. C'est la capacité à produire quelque chose d'original en portant un nouveau regard sur des choses existantes. Et justement, pour porter ce regard donc sur des choses existantes, comment est-ce qu'on va nourrir sa créativité ? Où est-ce qu'on va aller chercher l'inspiration ? Quand j'écoute mes collègues, je vois que l'inspiration vient de plein d'endroits différents. Et qu'elle est volatile. Donc les gens vont nous dire parfois qu'ils trouvent leurs meilleures idées en se promenant dans les bois ou en chantant ou en faisant du sport. Certains, c'est en faisant une sieste. Donc en fait, ça dépend largement et c'est très différent pour tout le monde. Je pense que la première condition à la créativité, c'est de show up. En fait, on se rend compte qu'on ne peut pas compter sur l'inspiration de manière hyper stable. Donc, c'est important de s'appuyer sur des méthodes qui permettent de penser de manière créative et de l'entraîner comme un muscle. C'est une discipline finalement. Et donc, le fait de mettre en place des rituels et de les entretenir, ça aide vraiment à devenir de plus en plus créatif. Et donc, en fait, il s'agit de trouver des astuces presque pour se piéger à avoir des idées nouvelles. Et donc, c'est intéressant aussi de travailler en groupe. Chez nous, on pratique beaucoup la divergence et puis la convergence successivement. Et en fait, ça permet d'accumuler les idées et puis de les trier et les filtrer et en fait de recommencer. Et ce processus laisse place à l'imprévu. Ça permet aussi de dédramatiser l'idée qu'on a du moment eureka ou du coup de génie. Et ça permet à tout le monde de s'exprimer. Et justement, est-ce que tu as des routines ou des habitudes à nous conseiller pour justement aider à développer cette créativité ? Parce que tu as dit que c'est un muscle qui s'entraîne. Oui, et d'ailleurs, on entend souvent think out of the box. Je suis désolée, je fais un franglais un peu abominable, mais ça me vient plutôt comme ça. Mais en réalité, think out of the box, c'est un exercice qui est hyper intimidant. Parce que quand tout est possible, plus rien n'est vraiment concevable. Ça paraît contre-intuitif, mais c'est souvent dans la contrainte qu'on arrive à adopter un nouveau regard dont on parlait et à découvrir des premières idées qui pourront ensuite évoluer. Et donc, une chose qui fonctionne super bien, c'est de se mettre des contraintes totalement imaginaires et parfois même, pourquoi pas, farfelues. Par exemple, se forcer à expliquer un problème en n'utilisant pas une série de mots-clés qui seraient évidents et liés à ce problème. Ça va en fait nous pousser à voir les choses différemment et à nous rapprocher d'une image plus précise et commune de ce dont on est en train de parler. Et donc ça, en fait, ça permet vraiment de changer de perspective et éventuellement de voir des solutions apparaître, même parfois de manière très évidente. Le fait de changer de mots, en fait, permet un alignement et une compréhension différente. Vous pouvez essayer aussi de le faire vous-même. Je ne sais pas si toi, tu as déjà essayé, par exemple, de t'exprimer en
en dessinant plutôt qu'en parlant. C'est une vraie contrainte pour quelqu'un qui n'est pas illustrateur, mais ça permet de donner lieu à des nouvelles idées. Une autre manière de le faire, c'est par exemple on peut même se mettre en situation. Donc, imaginez qu'on est à un café et qu'on a seulement 3 petites serviettes pour expliquer un concept, par exemple, comment c'était avant, ce qu'on a changé et comment c'est maintenant. Et en fait, en 3 images, on va vraiment se restreindre au maximum et essayer d'expliquer cette évolution. Et voilà, ça va permettre une lecture beaucoup plus simple des enjeux et donc un nouveau regard. Oui, je me souviens dans une formation que j'avais suivie, il fallait présenter son voisin en le dessinant. Donc ça rejoint un peu ce que tu as dit. Et c'était vraiment un exercice pas évident du tout. Je peux imaginer. Je me demande si tout le monde était content du résultat. Bah écoute, il y avait vraiment des dessins qui étaient surprenants, hein. Mais non, mais c'est un exercice sympa, je trouve, qui permet vraiment de briser la glace en début de formation. Et la curiosité, est-ce que c'est une porte d'entrée vers la créativité? Est-ce que tu peux nous dire quel est le lien entre la curiosité et la créativité? Et comment est-ce qu'on peut faire justement pour cultiver les deux? Grâce à la curiosité, on peut regarder le même sujet mais avec un œil différent. En fait, par exemple, dans l'apprentissage, une formation peut servir évidemment à apprendre un nouveau sujet, mais ça peut aussi servir à créer des liens ou à ouvrir des possibilités et changer d'avis sur quelque chose. Ça peut aussi être l'occasion de prendre confiance sur une thématique ou de revoir quelque chose qu'on connaît, mais qui va enfin nous aider à changer nos habitudes. Donc, même en tant qu'apprenant, la curiosité de voir quelque chose avec un regard nouveau, ça peut vraiment pousser à être créatif. On n'a jamais fondamentalement une idée toute nouvelle. Donc, quand on crée, c'est en associant, en modifiant des idées existantes. Et sans la curiosité, en fait, on peut finir par s'essouffler parce qu'on est une sorte de boîte à référence qui doit être continuellement renouvelée pour rester pertinente. Et donc, la curiosité, c'est ce qui va nous permettre d'écouter, d'observer attentivement et de renouveler nos références. C'est un peu comme augmenter son terrain de jeu ou le nombre de pièces avec lesquelles on peut jouer. Le fait d'observer ou d'écouter activement, oui, ça permet de se renouveler. Et donc, une autre manière de le voir, c'est aussi être curieux, ça permet de devenir sensible à une autre perspective, donc celle éventuellement de quelqu'un d'autre. Et donc, ça permet plus de collaboration, plus de compréhension de l'autre dans un exercice ou dans un projet. Et d'ailleurs, pour nous, la participation de tous dans la créativité est hyper importante parce que n'importe qui peut challenger un concept, que ce soit un profil comme le mien qui est assez project management ou plutôt n'importe quel stagiaire ou un directeur artistique. En fait, on a tous notre mot à dire et il faut être curieux pour l'écouter, même s'il vient d'un endroit imprévu. C'est pour ça que c'est intéressant de se voir avant tout comme une sorte un groupe de têtes pensantes plutôt que des rôles assemblés. Et donc la curiosité n'est pas un vilain défaut. Certainement pas. Et est-ce que alors tu nous en as déjà cité quelques-uns, mais est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples d'exercices pour développer notre créativité au quotidien? Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Et d'ailleurs, je pense que je t'ai envoyé aussi un lien vers un Creativity Cookbook. C'est un petit livre de recettes qui sera certainement amusant à partager parce qu'il contient plein de manières inattendues d'être créatif en équipe ou de voir un problème différemment. Mais en fait, c'est infini. Le concept principal, c'est de mettre un cadre et certaines contraintes et elles peuvent prendre toutes les formes. Une manière amusante d'adresser un problème, par exemple, ça pourrait être d'imaginer si une autre boîte que la nôtre devait régler notre problème, comment est-ce qu'elle le ferait ? On peut imaginer, par exemple, si McDonald's devait créer une formation, comment est-ce qu'il s'y prendrait ?
Ou si Disney devait créer une formation, comment est-ce que eux s'y prendraient? En utilisant tout ce qu'on sait sur ces différentes entreprises. Et on peut même se poser la question dans des situations beaucoup plus banales du quotidien. Par exemple, quel serait l'équivalent de l'expérience d'aller au cinéma dans la conception d'une formation? J'arrive, je prends mon ticket, je retrouve mes amis, je vais acheter des pop-corn. Toute cette anticipation-là, comment est-ce qu'elle pourrait se retranscrire dans une formation? Et donc, ça permet vraiment, de nouveau, de changer de perspective et de lire les choses différemment. Ah, mais c'est super intéressant ce que tu nous partages, je trouve. Je garderai cette idée-là de se projeter dans une situation et d'essayer de la faire revivre aux apprenants, de trouver des astuces pour la faire revivre aux apprenants. Et pour ceux qui manquent peut-être d'idées, comment est-ce que l'IA peut nous aider à trouver justement des idées et à surmonter un blocage créatif? Parce que ça nous arrive tous d'avoir à un moment donné un blocage créatif. Il y a plusieurs manières de voir la chose. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à ta question, mais en fait, en général, pour n'importe quel problème, il faut commencer par se poser la bonne question. Et l'IA nous révèle l'importance de poser les bonnes questions. Et donc ça, c'est peut-être le premier élément de réponse que j'ai envie de donner, parce que je trouve que ça nous rend très sensibles au fait de cadrer, de donner les bons détails et en fait de faire un brief très complet. Donc ça, c'est plutôt un très bon apprentissage, je trouve, de l'IA. J'ai l'impression que mes briefs sont peut-être plus complets depuis que je me sers de ChatGPT tous les jours. Et en fait, peut-être que la pire chose qu'on puisse faire avec l'intelligence artificielle, c'est de prendre la première réponse comme argent comptant. Il faut au contraire l'utiliser pour générer des idées et puis ensuite explorer avec l'outil et aller plus en profondeur. Donc, par exemple, poser la question d'un titre interpellant et puis on va avoir une idée qui va surgir parmi les 5 qu'on a demandé et qui va nous intéresser. Et donc, en fait, on va creuser et aller plus loin. Et c'est cet échange qui va permettre d'avoir quelque chose de créatif et de riche. Et puis, il faut aussi, je pense, se rendre compte que tout le monde a accès à ces outils. Donc, il faut absolument faire preuve d'esprit critique pour pouvoir comprendre ce qui va, oui ou non, toucher les gens auxquels on s'adresse et ce qui va sonner authentique et nous donner envie de participer. Comme tout le monde a accès à ces outils, en fait, on a une immense quantité de formations ou de contenus qui sont de qualité moyenne, certainement meilleurs que précédemment. Mais en fait, l'œil s'habitue très vite, enfin l'œil et le cerveau s'habituent très vite à une nouvelle moyenne. Et donc, ceux qui sont excellents dans la formation ou dans la publicité ou n'importe quoi vont rester excellents en se servant de ChatGPT ou tous les autres outils d'intelligence artificielle. Mais par contre, la moyenne est accessible aujourd'hui peut-être à plus de monde. On peut créer plus facilement, ça c'est sûr. Oui, et comme tu dis, il faut pas hésiter à rebondir sur ce que, par exemple, ChatGPT va nous donner et puis à itérer, etc., à faire plusieurs allers-retours pour avoir quelque chose qui corresponde à ce qu'on attend. Exactement. Et est-ce que tu vois des avantages et des limites justement à l'utilisation de cette IA pour stimuler la créativité? Est-ce que justement ça ne va pas appauvrir notre créativité? Est-ce qu'on ne va pas devenir paresseux? Je pense que ça peut nous rendre plus efficaces et ça peut pousser le champ des possibles. Ce qui est important, parce que tu poses la question des limites, c'est d'utiliser son esprit critique et de vraiment, dans la formation, typiquement, se concentrer sur son apprenant et savoir vraiment quelles pourront être ses appréhensions, ses ambitions, qu'est-ce qui va permettre de s'assurer qu'on tombe juste, en fait. Oui, je dirais ça. Et donc, on a parlé de ChatGPT. Est-ce que tu as d'autres outils IA à nous conseiller pour nous aider? Alors, tous, j'ai envie de les recommander tous et de dire amusez-vous. Enfin, c'est un terrain d'expérimentation et donc ça doit être pris comme tel, je pense.
Mais alors, en effet, j'utilise beaucoup de ChatGPT. Notre équipe utilise toutes sortes d'outils différents pour générer des idées visuelles, pour créer de la musique, enfin, etc. Toujours pour avoir une première impulsion. J'en ai découvert des assez drôles dans la formation, notamment Learning Studio AI qui permet avec 3 mots-clés, créer toute une formation seulement à base de texte, mais intéressante et déjà structurée. Et donc ça peut, tu parlais de cette page blanche ou de ce blocage, ça peut permettre d'avoir une toute première impulsion. Et sinon, Explorer Globe Engineer, c'est un autre outil qui en fait rassemble comme un catalogue de ressources autour d'une thématique. Et pareil, je trouve que dans l'apprentissage, ça peut être très intéressant de commencer avec ces différentes perspectives sur une thématique. Et c'est déjà structuré comme un catalogue, donc ça peut donner beaucoup d'idées. Écoute, je ne connaissais pas ces 2 outils, j'irai les découvrir, hein, et puis je mettrai leurs liens dans les notes de l'épisode si tu me les envoies. Bien sûr, tu me diras ce que tu en penses. Oui. Et est-ce que, donc tu parlais beaucoup de collectif au début de notre échange, donc comment est-ce qu'on peut faire pour justement créer un environnement propice à une séance de créativité? Par exemple, on veut travailler sur une nouvelle formation, donc on va mettre en place une séance de créativité avec les ingénieurs pédagogiques, avec les concepteurs, peut-être avec le service communication. Donc comment est-ce qu'on peut créer justement cet environnement propice? La première chose est peut-être la plus compliquée dans notre monde où on est tous dans des rythmes rapides, j'ai l'impression, mais le fait que tous les participants aient l'espace mental pour la tâche qui les attend, je pense que c'est très important et quand ça va vraiment changer les dispositions et permettre beaucoup plus de créativité. Personnellement, je trouve que c'est utile de planifier des moments créatifs le matin, à tête reposée, et de prévoir des pauses et créer une ambiance détendue et rassurante. On parle beaucoup de safe space, mais quand on fait surgir des idées, on est aussi dans un état relativement vulnérable, et donc c'est important de se sentir en sécurité. Et donc de laisser jaillir ces idées sans crainte d'être jugé ou de pas être écouté. J'aurais tendance à dire idéalement en présence, mais c'est pas toujours possible et c'est pas toujours essentiel. Et puis chercher la diversité des participants, ça tu le proposais aussi. Je pense que ça permet justement d'avoir différentes perspectives. Et puis franchement être libre, c'est-à-dire aller là où la créativité vient le plus naturellement. Donc pourquoi pas aller à l'extérieur, pourquoi pas marcher dans un musée si ça aide, pourquoi pas discuter de ce qui convient le mieux au groupe et évidemment avoir de quoi écrire, avoir de quoi capturer les échanges. Et puis si c'est par exemple, s'il faut par exemple se poser des questions sur des mécanismes complexes ou sur un processus, ça peut être intéressant de se rendre directement sur le lieu et de poser des questions aux personnes qui sont concernées et de planifier une session créative juste après, parce que ça permet d'avoir les concepts bien en mémoire et d'avoir cette énergie qui est très porteuse pour la créativité. Il ne faut pas hésiter à sortir du cadre, quelque part. Exactement, oui, voilà. Tout à fait. Eh bien, merci Marguerite pour cet échange. Donc, on va arriver à la fin de notre épisode et je vais avoir une dernière question de conclusion. Donc, tu parlais de muscler notre créativité au tout début de l'épisode. Et donc, comment est-ce qu'on peut évaluer sa propre créativité ou savoir si on devient plus créatif au fur et à mesure? Alors, je sais pas si c'est possible de le juger de manière 100% objective. Mais il y a différentes manières de quand même pouvoir évaluer sa créativité ou en tout cas l'impact d'une méthode dans le monde. On peut observer comment les gens réagissent à nos idées. Ça me semble être une bonne piste en tout cas. Tester sa formation
comme si c'était un spectacle de stand-up, par exemple. Les comédiens montent sur scène, testent une blague et voient si ça prend ou pas. Et on devrait en fait tous faire la même chose, que ce soit dans la création d'une formation ou de n'importe quoi d'autre. Et puis en fait, appliquer la même chose, c'est-à-dire sentir la salle, arriver à comprendre s'il faut beaucoup d'énergie pour avoir leur attention. Si on arrive à détecter un sourire à un moment, il y a probablement quelque chose à creuser de ce côté-là. Et donc vraiment utiliser cet aller-retour. Et puis enfin aussi créer vos propres critères, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous semble pertinent pour mesurer votre créativité. Est-ce que vous vous êtes plus amusé que d'habitude et est-ce que vous êtes plus fier du résultat ou pas? Je pense que ce serait déjà un bon critère de réussite. Eh bien, merci beaucoup Marguerite pour tous ces conseils que tu nous as donnés pour justement booster notre créativité. Donc, dans les notes de l'épisode, j'indiquerai ton contact LinkedIn. J'indiquerai également donc le site de Cartoonbase et également donc tous les liens que tu m'as envoyés, donc qui sont des ressources avec des outils et des templates, dont le livre que tu évoquais tout à l'heure qui recense toutes vos recettes de créativité. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne lecture si vous avez envie d'explorer ces liens. Merci Marguerite, à bientôt. À bientôt Anne-Marie, merci encore. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.